Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce book club de l'Anthropocène. Je suis Lucie Campos, je suis ici au nom de la Villa Gilet. Nous travaillons ici à l'invitation de l'école urbaine et de la formidable équipe de l'école de l'Anthropocène pour mener chaque jour une conversation book club autour des livres des intervenants du festival et entrer un peu plus en profondeur dans ces livres et aller voir ce qui se dit dans leurs pages. J'ai le plaisir de dialoguer aujourd'hui avec Valérie Chancigot, qui a publié en octobre chez Delachaux et Niestlé une histoire de la domestication animale, que j'espère qu'on voit à l'écran. Bienvenue Valérie Chancigot dans ce book club. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, Valérie Chancigot, vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, en particulier des relations entre questions sociales et problèmes environnementaux, si je comprends bien. Vous avez déjà publié plusieurs histoires qui sont à chaque fois des histoires à la fois scientifiques et culturelles aussi, de notre rapport par différentes entrées à la nature. Une histoire de l'ornithologie, une histoire de l'illustration naturaliste, une histoire de la protection des oiseaux, et donc, en septembre 2020, une histoire de la domestication animale dont nous allons parler maintenant. C'est un vaste corpus, une série d'explorations successives. Qu'est-ce qui vous amène, après l'ornithologie, l'illustration naturaliste, la protection des oiseaux, à la domestication animale ? L'un des thèmes que j'aborde dans tous ces livres, c'est le rapport effectivement à la nature, comment ce rapport s'est construit, comment il a évolué au fil du temps, parce qu'il n'est pas identique entre les différentes époques. On n'a pas la même perception de la nature. La nature nous paraît être un objet objectif, en quelque sorte. On sait ce qu'est la nature et pourtant, chaque génération a sa propre vision de la nature. Et dans ce rapport à la nature, il y a deux éléments qu'on peut détailler, qu'on peut analyser. C'est la question du sauvage. Et s'il y a une question du sauvage, bien évidemment, il y a une question du domestique. Qu'est-ce que c'est que le sauvage et qu'est-ce que c'est que le domestique ? Et l'histoire de la domestication des animaux, de la domestication animale, est un très vaste sujet et qui démarre à la préhistoire et qui permet en fait d'apporter un éclairage nouveau par rapport à ce que j'ai fait auparavant sur un sujet qui reste fondamentalement toujours le même. C'est notre rapport à la nature et quelque part notre rapport à nous-mêmes. Tout à fait, et c'est un sujet à la fois passionnant aujourd'hui, mais un sujet sur lequel il existe un vaste corpus dans différentes langues, puisqu'il y a aussi un corpus anglo-saxon, allemand sur ces questions, et on le voit mentionné dans l'abondante bibliographie du volume. Cet ouvrage à la lecture, et je précise que je ne suis pas historienne des sciences ni de l'environnement, à la lecture a une formulation très pédagogique. Il se lit comme à la fois une synthèse de différentes approches générationnelles. C'est ce que vous avez déjà mentionné, le mot de génération. Et comme une entrée pour ceux qui ne connaîtraient pas les textes scientifiques ou historiques sur la question. Il faut bien voir que la domestication animale, avant d'être un élément culturel, est d'abord un mécanisme biologique. Il s'agit fondamentalement de la transformation d'organismes vivants sauvages en quelque chose d'autre, quelque chose de différent, par un travail de sélection génération après génération. C'est fondamentalement différent de l'apprivoisement. Le fait d'aller chercher, par exemple, un animal sauvage dans une forêt, de l'habituer à l'univers humain et de transformer peut-être son comportement. Une fois que cet individu sauvage meurt, ce qu'il a appris, en fait, ne va pas être transmis à la génération d'après. Ce n'est pas héréditaire. La domestication, elle, agit sur un principe
fondamentalement héréditaire. Les caractéristiques du chien sont différentes du loup. Et en fait, le chien, dès la naissance, a ces caractéristiques-là. Il est capable, par exemple, ça c'est vraiment un signe typique de la domestication, de suivre le regard de son maître, de fixer dans ses yeux et de suivre ses gestes. Ça, c'est quelque chose qu'un loup ne sait pas faire, même élevé à la naissance. Donc on voit bien qu'il y a une transformation vraiment radicale du corps, de la physiologie, du comportement des animaux par la domestication. Alors on va revenir au chien dans un instant, puisque c'est un chapitre assez passionnant du livre. Mais avant cela, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur les mots qui est consciemment qui va explicitement vers une espèce d'apport de précision au service de ceux qui voudraient mieux comprendre. Puisque là, vous nous avez parlé de domestication, de la différence entre domestiquer et apprivoiser. Et à certaines pages du livre, on trouve de façon extrêmement pratique des petits lexiques. Donc la différence, qu'est-ce que c'est que domestiquer et qu'est-ce que c'est que apprivoiser et quelle est la différence entre ces deux verbes? Est-ce que vous avez l'impression que ces précisions sont nécessaires aujourd'hui ? Oh oui, surtout dans le domaine de l'environnement ou de la nature. Dans tous mes livres, je m'attache, je suis historienne, donc je suis forcément sensibilisée à ces questions-là, je m'attache au sens des mots. Par exemple, dans mon livre précédent, Les combats pour la nature, qui retrace en fait l'histoire des luttes environnementales, à la fin, j'ai mis un glossaire pour expliquer l'origine et l'histoire du mot nature, du mot environnement, du mot écologie. Parce que ces mots sont utilisés de façon abusive et abondante, sans forcément qu'on comprenne exactement la portée, le sens de ce vocabulaire. Et a fortiori, on ne connaît pas du tout son histoire. Et d'où des contresens quand même assez fréquents qu'on entend et qui relèvent vraiment d'une inculture absolument majeure. Par exemple, de dire que la caractéristique occidentale, c'est de séparer l'homme de la nature. C'est faux. Dans le vocabulaire même, c'est quelque chose qui ne tient pas la route 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des auteurs qui font cette distinction ou cette opposition, mais ils ne sont pas majoritaires dans la culture occidentale depuis au moins 3 siècles. Donc c'est intéressant de revenir sur ce vocabulaire, non par érudition, plaisir en fait d'étaler sa culture, mais simplement parce que le sens des mots, la précision dans son vocabulaire, ça donne des armes en quelque sorte supplémentaires pour ces questions qui sont des questions éminemment, je dirais, vitales aujourd'hui. Et effectivement, donc, je ne portais pas une accusation d'érudition, oui, même si l'érudition est bien présente. C'est sur les mots qu'est porté l'accent. Et pour illustrer ce commentaire, je vais simplement en prendre 3 qui sont là très vite et qui sont les mots essentiels. Donc, habituer. L'usage de ce mot pour désigner la familiarisation d'animaux sauvages à la présence humaine est récent et probablement inspiré de l'anglais « habituation ». Apprivoiser, issu du latin populaire « apprivatiare », signifie d'abord s'approprier avant d'être utilisé pour désigner le fait de rendre familier un animal ou un être humain. Il est souvent utilisé dans le sens de domestiquer. Et puis le 3e verbe, donc après « habituer » et « apprivoiser », domestiquer, vient du latin « domesticus » qui appartient à la maison, au domaine privé. Il s'oppose à sauvage. Le mot sauvage, en définitive, apparaît peu ou n'est pas l'objet du travail, c'est bien de la domestication qu'il s'agit. Et pour aller en avance rapide vers la très utile synthèse qui se trouve aussi à la fin de l'ouvrage, quelques caractéristiques de cette domestication. Elle est une interaction durable qui repose sur une sélection délibérée. Elle implique le contrôle de la reproduction et la séparation des individus sauvages et domestiques. Elle est héréditaire et ses effets sont rapides mais pas immédiats. Donc en plus d'un exercice de précision et d'une proposition d'une vraie précision de langage qui est politique et générationnelle, il y a aussi ici donc, un travail de définition de la domestication. Vous la décrivez comme donc,
l'une des étapes les plus fascinantes de l'histoire humaine, car elle a permis l'émergence de sociétés agricoles complexes. Elle a favorisé un accroissement démographique sans précédent et a contribué à la transformation profonde des écosystèmes au profit de l'espèce humaine. C'est en quelque sorte le message habituel sur la domestication, ou ce qu'on apprend quand on apprend que l'homme a changé sa manière de se comporter au fil des âges et des générations. Mais juste après et juste à côté vient votre thèse, votre argument. Il serait légitime de faire de la domestication l'événement marquant le début de l'Anthropocène, une nouvelle ère géologique qui se caractérise par le rôle déterminant de l'être humain dans l'évolution biologique, géologique et climatique du globe. Donc ce travail sur la domestication, il se positionne bien dans une réflexion actuelle sur l'Anthropocène. Oui, même si ce n'est pas le sujet central, clairement, mais il m'a paru important d'y faire allusion, en sachant bien sûr que, comme toute période historique, dater ou préciser l'origine d'une ère quelconque, y compris géologique, est un exercice délicat parce que la modification profonde du globe par l'espèce humaine a commencé bien avant la domestication, parce que les peuples de chasseurs-cueilleurs, ça a été l'objet d'un de mes précédents ouvrages. C'est un peu comme un puzzle que j'assemble au fil des années. L'homme et la nature. En fait, je montre dans ce livre, avec là aussi énormément d'exemples, que l'impact de l'homme a été massif et considérable bien avant l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Parce que c'est un prédateur, un super prédateur. C'est pas un grand prédateur, comme pourrait être le lion ou le tigre. C'est un super prédateur qui chasse en groupe avec des outils, avec le feu, très vite avec le chien. Et il y a énormément d'espèces qui ne survivent pas au premier contact avec l'espèce humaine. Donc en fait, la domestication est la deuxième marche d'un escalier qui n'a pas fini, qui est en fait l'escalier de l'Anthropocène. Mais la première marche n'est pas la domestication. Je dirais c'est la seconde. La première marche, c'est l'émergence de l'être humain et le début de l'expansion d'Homo sapiens à la surface de cette planète. Mais par contre, effectivement, il est clair que la domestication marque un coup d'accélérateur dans cette domination et cette transformation des écosystèmes naturels. Et donc, ce livre fonctionne à la fois comme une histoire de cette domestication et comme son articulation au travers d'un spectre extrêmement large, puisque c'est un spectre qui nous amène à travers certaines espèces entièrement domestiquées, et on parlera du chien tout à l'heure, d'autres espèces en cours de domestication, d'autres espèces encore dont l'histoire de domestication a été particulière. Vous dites très tôt dans le livre que que le fait d'aborder le sujet de la domestication amène à se poser des questions de nature philosophique. Ce qui nous amène, nous, en tant que lecteurs, au fur et à mesure que nous parcourons les chapitres sur l'éléphant, les abeilles, le chien ou l'âne, à nous poser également, pendant ce temps, ces questions. Donc, à partir de quel moment une espèce sauvage exploitée par l'homme devient-elle une espèce domestique ? Par exemple. Donc, à partir de quel moment une espèce devient-elle domestique ? Alors, il n'y a pas de réponse absolue. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on sait déterminer, avec plus ou moins de précision quand même, mais on sait déterminer si une espèce a été domestiquée. Mais le passage, je dirais, le point de bascule ne se fait pas à un instant donné. C'est la répétition, encore une fois, d'une sélection qui se fait. Il faut bien comprendre que la domestication est un phénomène brutal et violent pour les individus animaux qui la subissent. C'est-à-dire que l'éleveur va, à chaque génération, garder certains individus, tuer les autres, et pour les survivants, il va organiser un programme de reproduction. Et la génération d'après, il va recommencer. Et c'est ce travail, effectivement, de sélection impitoyable de certains individus qui ont certaines caractéristiques qui aboutissent à l'émergence, au bout d'un certain temps, mais qu'on ne peut pas, en fait, il n'y a pas, encore une fois, une bascule qui est simple à déterminer, où on voit l'émergence, effectivement, d'une espèce qu'on peut considérer comme domestique. Comme vous l'avez très bien dit, dans certains cas,
c'est très simple. L'exemple le plus simple, par exemple, c'est le ver à soie, curieusement. Le ver à soie est sans doute, pour certains spécialistes tout au moins, la seule espèce réellement domestique. Et c'est vrai qu'il a tellement perdu ses caractéristiques d'animaux sauvages qu'il est absolument, c'est l'une des rares espèces domestiques, à survivre sans l'aide de l'homme. Il n'est pas capable de faire ça. Vraiment, il montre des capacités extrêmement réduites du fait de sa domestication. Et puis, il y a une sorte de grande zone grise entre les espèces réellement domestiquées et les espèces réellement sauvages. Et dans cette zone grise, il y a des cas, il y a des énigmes. Le chat, par exemple, est vraiment une énigme. L'abeille, c'est un peu plus simple que le chat, à la limite. L'éléphant, c'est nettement plus simple encore, mais ils ne sont pas encore arrivés pleinement à l'étape où on peut se dire, oui, clairement, ils sont domestiques. Ils ne sont plus non plus totalement sauvages. Ils sont dans cet entre-deux, dans cette zone grise qui est extrêmement difficile à déterminer. Donc, pour répondre à votre question, non, on ne peut pas répondre simplement en disant, voilà le point de bascule qui ferait que cette espèce n'est plus sauvage mais domestique. Et donc, après ce petit parcours qui, effectivement, fonctionne ainsi dans le livre, puisqu'on passe d'animal à animal, ce petit excursus par le ver à soie qui tombe bien, puisque nous sommes ici à Lyon, et que cette ville a une histoire longue avec le ver à soie et avec sa domestication, mais aussi l'interdépendance forte entre l'activité humaine et l'animal ver à soie, enfin l'animal, si je puis l'appeler ainsi. Revenons aux chiens. Comme bout du spectre, justement, et exemple de vraie domestication, si on peut parler ainsi. Vous dites, parmi les domestications, la domestication du chien, c'est la première, la plus ancienne. Donc, quand est-ce que le loup est devenu chien ? Il y a sans doute plus de 13 000 ans. Mais quand, ça, c'est absolument impossible. Parce que la domestication du chien, d'ailleurs, est un bon exemple didactique, je dirais, pour comprendre les domestications anciennes. Parce que les domestications récentes, voire très récentes, reposent sur d'autres mécanismes, et notamment, on a énormément d'éléments historiques. Donc, on n'a pas beaucoup de difficultés à retracer les étapes. Domestication de hamster, par exemple, comme animal de laboratoire d'abord, avant qu'il devienne via les laboratoires, un animal de compagnie. Ça, on sait parfaitement le dater quasiment à la semaine près. Mais dans le cas du chien, ça remonte tellement à une époque ancienne et une aire géographique étendue. C'est-à-dire la domestication du chien n'a pas reposé sur un homme préhistorique qui s'est levé un matin, ou une femme préhistorique qui s'est levée le matin en disant « Voilà, j'ai une idée géniale, on va recueillir des loups et on va en faire autre chose ». C'est quelque chose qui s'étale sur sans doute des milliers d'années et des centaines, voire des milliers d'expériences dans des lieux aussi différents que l'Europe, l'ouest de l'Europe et l'est de l'Asie. Il y a eu partout des tentatives, des échecs, des reprises, des échanges, des animaux qui commençaient à être un petit peu sélectionnés, qui sont repartis dans la nature, où ils se sont croisés avec des loups sauvages, qu'on a après récupérés, qu'on a remis en élevage. Et donc, en fait, c'est une sorte d'histoire totalement inconnu parce qu'on n'a pas de restes. Et quand on a des restes, ils sont très difficiles à interpréter. Mais c'est une histoire qui s'étale sur le temps long, en fait. Après, les choses s'accélèrent et s'accélèrent de plus en plus vite. Mais la première, alors là, pour le coup, le chien, on sait qu'il y a 13 000 ans, il commence à être domestiqué probablement. Après, on a des signes un peu plus précis. Il y a environ 10 à 11 000 ans, notamment une peinture rupestre que je cite au Proche-Orient, où on voit un chasseur avec des chiens qui chassent une proie. Et comment on sait que c'est des chiens ? Parce qu'ils ont une queue qui est courbée sur l'abdomen, en forme de tire-bouchon, en quelque sorte. Et ça, c'est un signe patent de la domestication. Les loups n'ont pas ce type de queue. Et ça, c'est un fruit de la domestication, parce que biologiquement, on aboutit à ce type de queue comme le cochon, en fait. Et là, effectivement, on a la preuve. On sait qu'effectivement, ce sont bel et bien des chiens et pas des loups. Et le chapitre sur le chien est passionnant. Il y en a d'autres aussi, donc sur les grands herbivores, sur les oiseaux. Et au fur et à mesure de ces listes de différentes espèces, vous faites aussi des distinctions, notamment entre
certaines domestications qui sont plutôt motivées par des usages de type agricole et d'autres domestications qui vont peut-être progressivement prendre des aspects culturels, puisque liés à un autre type de rapport à l'animal. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, il est très clair de bout en bout que votre histoire de la domestication est bien une histoire de la domination, mais que c'est aussi une histoire culturelle de cette domination. Puisqu'il y a énormément d'éléments ici, pas forcément sur les pratiques précises de l'élevage, mais sur les récits qui en ont été faits ou sur l'évolution dans tel ou tel endroit. Est-ce que c'est nouveau d'avoir ce type d'approche culturelle d'une histoire qui est aussi une histoire agricole et technique? Non, parce que si vous remontez sur les premiers grands textes qui, au milieu du 19e, s'intéressent à la domestication, je pense à Charles Darwin. Charles Darwin a bien sûr toujours un souci d'analyse biologique, parce que pour lui, la domestication est un modèle qui permet de penser à la sélection naturelle et plus artificielle. Mais évidemment, il y a beaucoup d'éléments culturels qui sont toujours débattus. Par exemple, une idée qui surgit dans 1840 de mémoire, qui est que peut-être que la domestication, notamment des bovins, a été due non pas à des raisons alimentaires, mais à des raisons culturelles, puisqu'on avait besoin de bovins pour les sacrifices. Et effectivement, on a des éléments extrêmement anciens en Chine antique qui montrent que certaines cérémonies religieuses requièrent le sacrifice de dizaines, voire de centaines de bovins du même âge, du même sexe, de même taille, avec la même couleur de robe et avec le même type de cornes. Et ça, clairement, si on n'a pas un élevage sous la main, c'est impossible de fournir la demande. Et donc, effectivement, il y a forcément des raisons qui ne sont pas strictement, je dirais, pour reprendre l'adjectif que vous avez utilisé, agricole. Et d'ailleurs, il y a un autre phénomène qui est absolument fascinant, c'est que la domestication du loup n'a pas changé les sociétés humaines de façon visible. C'était des sociétés de chasseurs-cueilleurs, elles sont restées des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mais lorsqu'arrive la deuxième vague de domestication, bien après, celle des grands herbivores, la vache, le cochon, la chèvre, le mouton, là, les sociétés changent assez radicalement. Elles deviennent des sociétés non plus de chasseurs-cueilleurs, mais plus sédentaires, agricoles et d'élevage. Et notamment, c'est des sociétés qui sont beaucoup plus marquées par l'apparition de hiérarchies sociales de plus en plus hautes. Et que l'essor de l'élevage, à ce moment-là, est étroitement lié à l'essor de la propriété. Et donc, c'est des sociétés de plus en plus inégalitaires. Et partout où la domestication s'implante, les sociétés deviennent de plus en plus inégalitaires. Donc, on est bien aussi dans cette histoire culturelle et qui vient toucher à une histoire des inégalités ou au moins de la structuration Tout à fait. Vous avez mentionné le nom de Charles Darwin, c'était ma question suivante, puisqu'il y a l'œuvre de Charles Darwin derrière toutes ces réflexions. Si ce livre parle bien précisément de domestication, il y a clairement un lien avec l'idée de sélection, qui était le principe premier de Darwin. Est-ce que vous reviendriez sur ce lien domestication-sélection, puisque pour moi, ça apporte aussi un troisième terme qui est la biodiversité, enfin la question de la biodiversité en arrière-plan. Alors, il faut comprendre que... Alors déjà, Charles Darwin est un nom que tout le monde connaît sans l'avoir lu. Et c'est bien dommage, il faut lire Charles Darwin parce que c'est un auteur formidable. C'est un penseur formidable des questions de biologie. On dirait aujourd'hui d'environnement, mais c'est un anachronisme quand on l'applique à lui. Et quand on lit L'origine des espèces, l'ouvrage, son premier grand ouvrage, on découvre en fait que pour faire comprendre à ses lecteurs le mécanisme de la sélection naturelle et l'origine des espèces, pour reprendre le titre de ce livre, il va chercher du côté de l'élevage. Il faut savoir que Darwin élevait des pigeons, donc il avait cette expérience d'éleveur et de sélectionneur. Et grâce à ces exemples pris dans les élevages, il l'amène ses lecteurs à mieux comprendre les phénomènes purement biologiques, proprement naturels, qui sont à l'œuvre dans la biodiversité qu'il observe. Et forcément, et encore une fois, ce qu'il dit, c'est vraiment
c'est vraiment très lumineux, en sachant qu'il y a certains mécanismes, comment on a pu arriver à cette transformation du loup en chien, par exemple, sur quelle base. Il a une intuition qu'il ne peut pas prouver. L'intuition est simple, c'est qu'on a gardé à chaque génération les individus les plus dociles. Et c'est par la docilité qu'on a fait apparaître toutes les autres caractéristiques du chien. Et il a cette idée, mais sauf qu'il ne connaît pas la génétique. Il ne sait pas ce que c'est que l'héritage que Mendel, après, va découvrir. Donc, il n'a pas de moyens intellectuels pour expliquer ces mécanismes. Il a cette intuition et il faudra à peu près pratiquement un siècle pour arriver à démontrer que cette intuition, la sélection sur la docilité, est vraie pour des raisons génétiques. Mais effectivement, Darwin est forcément un monument dans ces questions parce que d'une certaine façon, il est, alors pour le coup, l'initiateur de toutes les recherches modernes sur les aspects biologiques et quelque part culturels de la domestication, végétale et animale d'ailleurs. Et donc, mon dernier point, puisqu'on viendra ensuite aux questions du public bientôt, cette exploration de la domestication ne serait pas complète si on ne bouclait pas la boucle et si on ne revenait pas sur l'homme et sur donc, les conséquences de la domestication sur l'homme, qui font l'objet de votre 6e chapitre. Donc, ce livre était déjà une exploration du vocabulaire, une leçon indiquant qu'il faut mieux regarder les espèces et mieux connaître chacune de ces espèces, chiens, abeilles, chats, éléphants, dans ses relations avec les hommes, une leçon d'histoire. Il est aussi une leçon sur l'actualité, puisque dans ce chapitre 6, vous revenez sur plusieurs aspects, plusieurs modifications apportées en retour à l'homme par la domestication, dont, dites-vous, la modification de son corps lui-même, des sociétés et des cultures, mais surtout sur l'impact sanitaire de la domestication. Impact sanitaire dont on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui, en début 2021, puisque ce chapitre est l'occasion de refaire la liste des différentes maladies qui sont nées en partie de la domestication ou d'un contexte de domestication. Et je les liste ici parce que pour le non-historien des sciences ou pour le lecteur non spécialiste, il est important de refaire cette liste. La rage, la toxoplasmose, le tétanos, la tuberculose sont toutes des maladies qu'on peut rattacher à un processus de domestication. Pour aller un peu vite. Oui, tout à fait. Alors, des processus différents à chaque fois. Par exemple, la rage, le chien, qui est la première cause de rage chez l'être humain, c'est en fait des êtres humains qui se font mordre par des chiens encore aujourd'hui. Essentiellement dans des pays pauvres qui n'ont pas de structure sanitaire permettant une prophylaxie auprès des chiens. Nous, on s'est débarrassé de la rage canine en vaccinant tous les chiens, en fait. Mais dans les pays pauvres, c'est pas le cas. Donc, il reste, notamment en Inde, une mortalité importante due à la rage dans les régions les plus pauvres qui sont, encore une fois, exclues d'un système sanitaire satisfaisant. Dans le cas de la tuberculose, qui a été, il faut le souligner, la première cause de mortalité, ou l'une des premières causes de mortalité de l'Europe occidentale au XVIIIe siècle. Donc, c'est pas rien comme maladie infectieuse. Et elle a été très probablement acquise auprès des bovins. Donc, à chaque fois, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acquisition d'un nouveau pathogène résulte d'une exploitation nouvelle des écosystèmes. Chaque fois qu'on fait une pression nouvelle sur un écosystème, il peut y avoir, c'est pas systématique, mais il peut y avoir un risque accru d'acquisition d'un nouveau pathogène. Par exemple, actuellement, on est en train d'acquérir une nouvelle forme de paludisme, ce qui est une très mauvaise idée, à cause de la mise en culture de l'Indonésie et de Bornéo pour les palmiers à huile, ce qui fait qu'il y avait un paludisme local qui était basé sur des macaques. Et en fait, comme les macaques sont moins nombreux et les êtres humains sont plus nombreux, les moustiques change d'autres, et en changeant d'autres, le paludisme a changé d'autres également. Donc on voit que chaque fois qu'on fait une exploitation nouvelle de l'environnement, chaque fois, il y a un risque, et souvent ça se révèle être un véritable risque, de l'émergence d'un nouveau pathogène.
Alors, on s'était parlé un petit peu avant cette rencontre et vous m'aviez prévenu que les histoires qui sont racontées dans ce livre, enfin, les histoires en général se terminent mal. C'est vrai que cette histoire se termine un peu mal, puisque l'effet retour de la domestication, c'est un effet retour sur l'homme, et que ce soit par la maladie ou par ses modifications générales. Il est bien clair qu'il y a là une conscience publique à travailler autour de non seulement la terminologie qu'on utilise, mais aussi la conscience des mécanismes qui sont là derrière. Merci beaucoup pour cette exploration de la domestication. Merci. Et je crois que nous allons prendre des questions du public. Alors, si elles ne sont pas... alors, attention, je vais la lire en entier. Voyez-vous dans l'engouement récent pour l'apiculture en amateur, une opportunité de repenser les relations humains-non humains? Est-ce un type particulier de domestication? Alors, il y a deux questions qu'il faut distinguer vraiment. C'est d'abord, je vais répondre à la seconde, ce qui permettra après de revenir sur la première. La seconde, on n'est pas sûr que l'abeille ait jamais été domestiquée, parce qu'il s'agit plutôt de populations sauvages qu'on sait maintenir en captivité et qui, souvent à la moindre occasion, en profitent pour s'échapper. Sauf que cette histoire n'est pas complète en le disant, parce qu'on a fait tout un travail de sélection, d'amélioration, pour reprendre le vocabulaire, en mélangeant, en important des reines venues d'autres régions, ce qui explique d'ailleurs peut-être en partie les problèmes que rencontre l'apiculture aujourd'hui. Donc on ne sait pas fondamentalement si l'abeille est domestique, et la plupart des spécialistes en doutent, en fait. Et d'ailleurs, Darwin avait déjà un doute. Darwin avait déjà un doute, mais sacré Darwin. Non, mais c'est vrai que c'est non, mais dans son intuition, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que... Non, mais on n'a qu'à gagner à fréquenter Darwin. Et alors... Après, il y a effectivement un engouement pour les abeilles, pour les abeilles domestiques, Apis mellifera, je dirais bien malheureusement, parce que il faut comprendre que une ruche est dans un territoire une sorte d'arme de guerre en termes de captation de la pollinisation. Ça fait autant de pollinisation moins disponible pour les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages et bien d'autres insectes, ce qui fait que cet engouement pour l'apiculture est une mauvaise chose pour la biodiversité, parce que ça peut très bien conduire à appauvrir les ressources en termes de fleurs pollinisables pour des insectes qui sont moins bien armés que les abeilles. Il faut imaginer la taille, le nombre d'individus dans une seule ruche. Il y a un petit côté vraiment espèce dominante. Et dans certains pays du monde où on introduit l'abeille domestique, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où elle n'existait pas du tout, ça a conduit en fait à la raréfaction d'espèces locales. Donc l'abeille ne rime pas ni avec domestication, ni avec bien-être de la biodiversité. Vous racontez d'ailleurs que la technique qui consiste à déplacer les ruches est relativement récente, ou n'a pas été la seule technique. Et pendant longtemps, encore une fois, l'apiculture était très très rudimentaire. Ça consistait à repérer un essaim sauvage et essayer de le mettre à un endroit où on pouvait l'exploiter un peu plus tard. Et ce faisant, d'ailleurs, on le tuait pour pouvoir récupérer le miel. Vraiment, l'amélioration des techniques apicoles a été extrêmement longue et lente. Et dont la circulation effectivement des abeilles pour répondre à des besoins de pollinisation particuliers a émergé au cours du 19e. Enfin, c'est vraiment des choses extrêmement récentes. Mais qui contribuent, dites-vous, à l'artificialisation des conditions environnementales? Tout à fait. Encore une fois, l'abeille n'est pas la garantie d'une biodiversité, notamment sauvage, en bon état. C'est une indication d'une exploitation supplémentaire des écosystèmes. C'est pas parce que y a une aura sympathique autour de l'abeille. Je dis pas que les abeilles sont d'horribles bêtes qu'il faut éliminer coûte que coûte. Hein, c'est pas du tout mon discours. Mais simplement, il faut doser la quantité d'abeilles qu'il y a sur un territoire, peut-être, et que la solution pour la biodiversité, c'est pas des abeilles partout.
Voilà, on vous l'avait dit que les histoires se terminent mal. Donc repenser les relations humain-non-humain, oui, mais avec un certain nombre de bémols. Avec discernement. Avec discernement. Une deuxième question. Pensez-vous que d'un point de vue philosophique, les humains ont une responsabilité vis-à-vis des animaux? Doivent-ils en prendre soin ou au contraire laisser revenir une forme de réensauvagement? Alors, là aussi, il y a deux questions. Cette notion de responsabilité vis-à-vis des animaux, elle est aussi... elle n'est pas forcément aussi ancienne que l'humanité. Je ne suis pas sûr que les peuples préhistoriques en avaient vraiment une conscience parfaite, alors même qu'ils faisaient disparaître pas mal d'espèces. C'est quelque chose qui est historiquement daté et datable. Durant l'Antiquité, il y a certains peuples qui commencent à avoir des philosophies qui s'interrogent sur la relation à l'animal, sur le fait de tuer par exemple des animaux pour les manger. Et surtout, c'est des mouvements qui s'accélèrent au XVIIIe siècle en Europe pour des raisons politiques évidentes, parce que c'est un siècle où on s'interroge beaucoup sur les notions de droit, d'organisation sociale et de régulation sociale. On cherche à limiter toute forme de violence, que ce soit l'abolition de la traite et de l'esclavage, l'abolition de la torture ou de la peine de mort, d'accorder des droits à des minorités qui n'en ont pas, que ce soit les Noirs ou que ce soit par exemple... ou les femmes, tout simplement. C'est un siècle qui essaye d'établir en fait des régulations. Et au XVIIIe siècle, il y a un thème qui est récurrent, qu'on retrouve à peu près partout, c'est d'instaurer des relations non cruelles à l'égard des animaux. Vraiment, le maître mot, c'est à l'époque bannir la cruauté. Parce tout le monde est à l'époque absolument persuadé que la cruauté faite aux animaux est l'antichambre de la cruauté faite aux êtres humains. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et que l'expérience de l'une va conduire à l'exercice de l'autre. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Et cette notion de responsabilité vis-à-vis des animaux, elle est vraiment intimement liée à la culture européenne. Parce que on dit souvent que la Bible dit « et tu domineras la terre », c'est souvent ce que l'on cite, sauf que c'est une mauvaise traduction de la Bible, parce que le verbe utilisé, c'est « tu prendras soin de la terre comme un berger prend soin du troupeau », c'est le verbe qui est utilisé à l'origine. Et effectivement, il y a énormément d'exégètes de la Bible qui, au fil du temps, disent « c'est l'homme est le maître de la nature, mais il n'en est pas le tyran ». Et cette responsabilité à l'égard de la nature, ou cette responsabilité à l'égard des animaux, est intimement liée au développement de cette culture chrétienne. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens respectaient les animaux, parce qu'après, il y a la mise en pratique des principes religieux, mais c'est vraiment quelque chose qui est intimement installé dans notre façon de voir les choses. Je dirais que nous ne sommes pas... Comment dire ? Nous sommes des animaux, mais des animaux différents. Parce que nous avons la capacité d'agir, de faire des lois, de s'organiser, enfin d'essayer en tout cas. On n'est pas forcément extrêmement bon là-dessus, on le voit avec la crise actuelle, pour essayer de faire un monde différent. On peut réguler notre puissance, justement. Et ça, c'est un privilège que l'on a. Et il faudrait exercer ce privilège pour essayer de faire autre chose que du sang et des larmes un peu de partout, y compris à l'égard des populations humaines. Parce qu'encore une fois, je suis profondément du XVIIIe siècle pour ça. Je ne vois pas la différence entre la violence à l'égard des animaux et la violence à l'égard des êtres humains. C'est la même. Mais du coup, oui, on a une responsabilité. Mais encore une fois, c'est une vieille histoire. On est convaincu depuis très longtemps de cette responsabilité. Et cette idée de réensauvagement, alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus récent, parce que, alors pour le coup, au 18e, 19e, on n'avait pas cette idée du tout, parce que tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire, le sauvage ? Si on prend un pays comme la France, qu'est-ce que veut dire le sauvage ? Parce que depuis la préhistoire, cette nature est profondément, totalement transformé. Il n'y a pas un pouce carré qui a échappé à la transformation par l'être humain. Revenir à l'état sauvage, mais de quel moment ? Ça, on n'en sait strictement rien. Et c'est une question d'appréhension personnelle. Est-ce que vous pensez que en cette période où on parle beaucoup d'anthropocène, où on commence à parler davantage de l'idée d'anthropocène, ou au moins se donner ce cadre pour
pour parler des choses et du rapport à la nature. Est-ce que vous pensez que cette question de la domestication commence à être mieux comprise ? Ça dépend de quel point de vue, c'est-à-dire du point de vue des mécanismes biologiques, oui. Puis, la preuve, c'est qu'on domestique de plus en plus. C'est-à-dire, c'est pas un phénomène ancien, la domestication. Le nombre d'espèces domestiquées et pleinement domestiques s'accélère à une vitesse folle. L'essentiel des espèces pleinement domestiques l'ont été depuis 20 ou 30 ans. Ça paraît surprenant. Et ça veut dire aussi que la domination des individus animaux, je ne parle plus en termes d'espèces, mais en termes d'individus, les animaux non humains sont de fait de plus en plus dominés. Donc en fait, on n'en est pas sorti, et que les dimensions, je dirais, sociales et politiques de cette domestication, je ne suis pas convaincu qu'on en ait réellement tout à fait conscience. Merci beaucoup Valérie Chancigo. Sur ce, on ne peut que recommander de lire cette histoire de la domestication animale, qui est donc à la fois un parcours à travers les espèces, une manière de renouveler notre lexique, nos usages, de ces idées de domestication, de sauvage, de soins, et une invitation à penser ces questions. Merci beaucoup. Merci à vous.